Aujourd'hui, on va vous parler de la data. On va vous dire attention, attention, l'Afrique est en retard, il faut vous mettre très très vite à la data, à l'intelligence artificielle, etc. Ok, why not? Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais. Mais une fois de plus, il faut faire attention. Parce que les data centers, c'est des choses qui consomment énormément d'énergie. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des usines, mais il faut le penser. Il faut y réfléchir. À quel point avons-nous besoin de cela? L'IA aujourd'hui, on dit qu'il faut faire de l'IA, tout le monde doit faire de l'IA. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi cette injonction à faire de l'IA? Déjà qu'on ait déjà tous l'électricité et de l'eau chez nous, et après l'IA, on verra. Rien ne presse, mais surtout ce qu'il faut faire attention avec l'IA, c'est de ne pas recopier les problèmes. So everyone must love AI. But the truth is, most people don't like AI. Do these rich, out-of-touch people really believe that our generation wants to hear that, oh, sorry, the job market you're going to graduate into is like terrible, but too bad. You also got to support AI, which is also taking your jobs right now too. They have to be left in the past. They are extremely out of touch. Their politics have failed us. They are still failing us, and they don't care about us whatsoever, and that has to change. Dans la salle et sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes américains se révoltent contre ce discours. Les étudiants, les récents diplômés, les futurs entrants sur le marché du travail, plus globalement, la Gen Z aux États-Unis a peur de l'arrivée de l'IA dans leur domaine. Parce que l'on pourrait croire à un événement isolé, mais des scènes similaires se sont produites en l'espace de quelques jours dans deux autres universités. Scott Borchetta, directeur d'un des plus gros labels de musique aux États-Unis, subit le même sort au MTSU dans le Tennessee. Idem pour Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google à Tucson, à l'université d'Arizona. Last December, Time magazine selected its Person of the Year for 2025, and this time it was the architects of artificial intelligence. Interesting. Suppression de postes, difficulté à trouver un emploi, et donc problème pour rembourser leurs prêts étudiants, les premières conséquences de l'IA sur le marché du travail ont déjà eu lieu. You just said to a class of graduates, AI is the future, and it's going to take away your jobs. So, good job on getting a degree, I guess. Alors, est une nécessité parce que c'est inéluctable dans la compétition internationale. L'IA va permettre de gagner des gains de productivité et de relancer la croissance. L'IA va certes faire disparaître quelques emplois, mais en fait, c'est juste une question d'éducation. Il faut permettre à la jeunesse et aux ouvriers de se former pour trouver de nouvelles activités adaptées à l'IA. Dernier argument, l'IA, c'est d'abord un assistant qui va nous permettre d'être plus efficaces au travail. Il y a 4 arguments de justification des économistes libéraux pour dire qu'on ne peut pas s'opposer à l'IA. Or, c'est exactement ce que disait Jean-Baptiste Say, qui était le fondateur de l'économie politique libérale au début du 19e siècle. En avril dernier, la maison de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est visée par un cocktail Molotov. L'assaillant, un jeune américain de 20 ans, laisse derrière lui au moment de son arrestation un manifeste anti-IA. Dans un contexte de désespérance sociale, d'un avenir qui se referme à la fois sur le plan de l'avenir professionnel comme de l'avenir même d'habitabilité de la planète, il est évident qu'il ne peut y avoir qu'un durcissement des tensions sociales autour de ces sujets. Disons, la violence collective et les révoltes violentes émergent lorsqu'il n'y a pas d'espace intermédiaire pour discuter, lorsqu'il n'y a pas d'espace de régulation. Ce gros problème depuis l'industrialisation occidentale, depuis la révolution industrielle du 19e siècle, c'est que le changement technique est l'une des rares choses qui n'est jamais inscrit dans un débat collectif. L'innovation technique est pilotée par en haut, par des acteurs économiques, politiques, pour des objectifs qui sont des objectifs de profit, des objectifs de puissance, qui ne sont pas forcément les objectifs et les horizons des sociétés civiles et des populations. Aujourd'hui, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est quelque chose qui produit de l'intelligence. En tout cas, elle la simule. Elle simule de l'intelligence. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui en Afrique de simuler une intelligence? C'est une question que nous devons nous poser en tant qu'État. Est-ce qu'on a besoin de simuler de l'intelligence? Est-ce qu'on a besoin de mettre en accès public un robot qui est censé te parler comme si tout va bien, te conseiller,
Il y a des dérives. Cette entreprise d'IA a détruit des millions de livres et c'était parfaitement légal. Il s'agit d'Anthropic, l'entreprise américaine à l'origine de Claude, qui a reconnu avoir détruit des millions de livres pour entraîner son IA. Le problème, c'est que scanner un livre sans l'abîmer prend beaucoup de temps. Anthropic utilise donc une machine hydraulique qui découpe la reliure des ouvrages. Les pages sont ensuite numérisées par des scanners à grande vitesse. Selon les documents, entre 500 000 et 2 millions de livres auraient été scannés de cette manière en seulement 6 mois. Le papier est... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un livre dans une IA? Le livre peut être utilisé, peut être remanié, peut être transformé, l'histoire réadaptée. Ça peut aussi garder des idées et utiliser ces idées-là pour être modifiées en les comparant à d'autres idées. Grosso modo, on n'est pas en train de canceller, mais on est en train de déformer. Imaginez si demain, tous les livres de l'univers étaient canalisés dans cette IA et que l'IA était en capacité de pouvoir dire ou non ce qui est vrai de ce qui est faux et en plus de ça l'utiliser pour certaines idéologies. Le livre n'est alors plus quelque chose qu'on respecte mais juste un objet, un moyen en tant que tel pour pouvoir répondre à une idéologie. Donc il perd son statut de symbole. Et croyez-moi, lorsque la culture n'est plus une fin mais devient un moyen, ça se passe rarement très bien. Et c'est peut-être si des millions d'ouvrages finissent par être numérisés, indexés et intégrés dans des modèles de quelques entreprises privées, une partie du patrimoine intellectuel de l'humanité se retrouve concentrée entre les mains d'acteurs dont les intérêts sont avant tout industriels. Et donc je terminerai sur un paradoxe dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on détruisait le livre parce qu'on avait peur de leur pouvoir. Et aujourd'hui, on décide d'intégrer toutes ces informations et toutes ces idées car on veut utiliser ce pouvoir-là. C'est un énorme renversement culturel et je pense qu'il faut en parler parce que certes, on détruit des livres, certes, il y a des débats, certes, il y a des jugements et plein d'autres choses pour pouvoir dénoncer cela, mais ce qui est vraiment dangereux dans cette histoire-là, c'est celui qui possède la culture, celui qui possède la connaissance, celui qui possède les idées et celui qui va pouvoir les remanier, les réutiliser à des fins idéologiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je vous invite donc... Il y a des dérives. Il y a des dérives, comme je vous l'ai dit, environnementales, mais il y a aussi des dérives psychologiques. Il y a des gens aujourd'hui en Occident qui parlent à des IA comme si elles étaient des psys, des amis, des confidents et même des partenaires relationnels, bien évidemment. Et donc, il faut, avant d'importer une technologie et d'y apporter une couleur afro, il faut déjà y réfléchir. Déjà, est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, certainement, on a besoin d'ordinateurs pour travailler, etc. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines technologies dont l'Afrique pourrait s'en défaire ou peut-être circonscrire son utilisation? C'est des questions à se poser. Et il ne faut donc pas être en train de courir. Pour moi, l'Afrique ne doit pas courir derrière l'Occident. L'Afrique doit se développer à partir de son paradigme et estimer à un moment donné que pour elle, tout va bien. Et que, voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec... voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il y a des combats que l'Afrique doit mener. Il y a des combats que l'Afrique peut estimer qu'elle ne doit pas mener. L'Afrique doit avoir son propre agenda. Et ne peut être en train de courir derrière l'agenda européen, occidental, américain, whatever. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medtube. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medtube aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays.
Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Meetup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Meetup. Le Wolof, n'en parlons pas. Meetup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Meetup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Meetup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Meetup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Meetup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.